Salut frérot et bienvenue sur Basketball Talk. Je te check parce que là, t'es mon frérot. Si. Pour ceux qui ne te connaissent pas, aujourd'hui j'ai l'honneur d'accueillir Yak, joueur français international, joueur qui va laisser son empreinte dans le basket français, Yacouba Ouattara. Si, merci, c'est un plaisir d'être reçu par toi et d'être le premier sur ce podcast. Tout d'abord, félicitations pour la saison dernière. Vous avez eu une saison incroyable, champion de la Coupe de France, champion du championnat et vous êtes allé au Final Four, c'est bien ça, d'Euroleague, vous avez fini 3e. Félicitations. Et ensuite également, tu as été sélectionné pour l'équipe de France pendant l'été, où tu as brillé malgré les résultats. Donc voilà, félicitations pour ça. Merci. Yak, encore une fois, cette année, vous avez une grosse équipe, notamment avec ton retour, celui de Mike James, Jordan Lloyd, Alpha Diallo, Brown, et toute l'équipe quasiment, à part Shima, voilà. C'est le seul qui n'est pas resté. Voilà, donc du coup, et vous avez rajouté pour nous les basketteurs une pépite du basket, Kemba Walker. Ouais. Alors, comment tu te sens cette saison? Plutôt bien. Écoute, le fait qu'on ait gardé une grosse ossature, quasiment l'équipe complète de la saison dernière, c'est vraiment cool parce qu'on part sur de la continuité. Donc c'est beaucoup plus simple pour nous, tu vois, d'entamer la saison, qu'on se connaît tous. Il y a eu quelques ajouts comme Kemba Walker, Mam Jaité, Peter Corneli et Terry Tarpey. Mais c'est assez simple de les ajouter à l'équipe quand déjà tous les autres joueurs se connaissent, tu vois. Donc vous avez déjà le noyau et vous avez juste rajouté des éléments autour, quoi. Exactement, le noyau il est là, il bouge pas, c'est le même coaching staff, donc super. C'est vraiment une continuité, quoi. Et toi, comment tu te sens baskettement parlant? Je sais que t'as eu un gros été, ouais. Donc t'as dû revenir un peu fatigué. Ouais, je te cache pas que l'été il a été assez prenant avec l'équipe de France. Pour moi, c'était mon premier championnat du monde, donc Félicitations encore une fois. Merci. J'étais super content d'y participer. Après, malheureusement, les résultats, ils n'ont pas été à la hauteur de ce qu'on attendait. Mais malgré tout, ça reste une expérience. Moi, je retire que du positif, tu vois, parce que c'est toujours bien, c'est toujours intéressant à prendre ça. Mais c'est vrai que c'est très fatigant mentalement, tout ça, quand tu sors d'une compétition comme ça. Derrière, j'ai eu une semaine de repos. Et la saison l'a repris directement derrière. Donc, pas beaucoup de temps pour passer du mode championnat du monde au mode championnat tout court. Et les gens ne se rendent pas compte de ça. C'est le rythme, en fait. Tu vois, là, tu parles parce que vous êtes allé jusqu'à la fin, vous avez gagné. Donc, du coup, la saison, elle a tiré jusqu'au dernier jour. Et après, du coup, je me rappelle, je te voyais, je te croisais, tu allais à World Class, du coup, t'entraîner pour rester en forme, pour te préparer pour les championnats du monde. Donc, du coup, pas de pause après la saison. Et tu as enchaîné immédiatement sur les championnats du monde. Et après, comme tu l'as dit, une semaine de repos. Et c'est un rythme incroyable, quand même. Ouais, comment tu fais pour gérer tout ça, quoi? Écoute, la fatigue. C'est un rythme incroyable, c'est sûr. Après, pour moi, je le prends... de base, le basket, c'est une passion pour moi. Donc, tu vois, je le sens pas vraiment. Le truc qu'on dit souvent, c'est que dans le sport de haut niveau, c'est énormément de sacrifices. Et ça, c'est vrai quand tu joues à très haut niveau, c'est que t'as peu de temps pour toi, peu de temps pour ta famille, pour tes amis. Il y a certains événements de la vie que tu loupes, mais ça fait partie justement des ce qu'on appelle sacrifices. Tu vois, tu peux pas, même quand t'es en vacances, entre guillemets, t'es pas vraiment en vacances. Tu vois, tu peux couper une semaine, voire 2 grand max. Mais c'est très important de garder une activité physique parce que c'est la forme physique, tu mets super longtemps à la voir, mais ça part vite. Très vite. En 2 jours déjà, quand tu t'arrêtes, tu sens que le cardio n'est plus le même, tout ça. Donc c'est clair. Donc, c'est important de garder une activité et de toujours bosser, quoi. Okay, comme tu as dit, 2 semaines, franchement, pour moi personnellement, 2 semaines c'était la limite. Ton corps il récupère plus pareil. Quand tu reprends la course, c'est un peu difficile. Je pense que 2 semaines, c'est la limite en tout cas pour les professionnels, de faire une pause, on va dire quasiment complète de basket, quoi. Parlons un peu du jeune Yak. Raconte-nous ton enfance et d'où t'es né l'amour du basket. Alors écoute, moi je suis de Lyon.
j'ai commencé le basket à 12-13 ans. De base, je jouais un peu sur les playgrounds avec des amis, mais c'était vraiment de base juste je suivais des amis qui jouaient. J'étais pas très intéressé par le basket. Même le sport de base que je voulais faire, c'était la boxe. Ok. Mais bon, mon père m'a dit non, ça c'est non, tu feras pas de boxe parce que pour lui c'était trop violent. Puis j'ai mon meilleur ami qui s'est inscrit dans un club de basket, le CLAR à Lyon. Ok. Et moi je me suis dit allez, je vais le suivre avec qui s'est inscrit. Allez, ça a commencé comme ça. Je me souviens dès mon premier match, tu vois, je connaissais même pas les règles, je savais même pas comment faire une touche, tout ça, tu vois, j'étais perdu. Ouais, j'étais complètement perdu. Mais j'ai toujours eu, tu vois, des capacités physiques hors normes, tu vois. Moi, je me rappelle. En parlant de ça, je peux te couper. En parlant de tes capacités athlétiques, une petite anecdote entre toi et moi. Moi, toi, tu étais à Lyon encore à cette époque-là. Moi, j'étais à Chalon-sur-Saône, au centre de formation. J'étais en cadet deuxième année, donc toi, tu étais première année. Tu es venu pour faire un essai. Et moi, j'étais déjà là. Et je t'ai vu arriver, je t'ai vu faire l'essai. Et à la fin de l'essai, du coup, le coach, c'était Manu Pinda. Ouais. Je te rappelle de Manu, c'est Manu et Romain Chenot. Il est venu me voir et on en a parlé. Il m'a dit, alors, qu'est-ce que tu penses de ce petit gars de Lyon, Yacouba, tout ça? Je lui ai dit, déjà, il a quel âge? Il m'a dit, il a 1 an de moins que moi. Je dis, ouais, mec, tu sautais. Déjà, à l'époque, c'était incroyable. Je pense que tu mettais le moulin et le rider à 15 ans ou à 14 ans. On était tous choqués par ton athlétisme, en fait, tu vois. Et je lui ai dit directement, fonce, quoi. Franchement, fonce. C'est un monstre, le petit. Ça va être un monstre. Et voilà, quoi. Maintenant, regarde-toi, quoi. Alors, petite anecdote, je te laisse continuer. Désolé, mais je t'ai obligé de couper parce que tu parles de côté athlétisme. Franchement, on était tous choqués par ton côté athlétique, quoi. Bah, c'est vraiment ça. C'est les dons, comment dire, c'est l'ADN, hein, je pense. Hein, j'ai hérité de ça de mes parents. Moi, je disais que j'ai commencé à 12-13 ans, j'ai suivi mon meilleur ami. Au début, j'étais vraiment pas bon du tout. Enfin, techniquement, tactiquement, j'y connaissais pas grand chose. Pour moi, c'était tu prends le ballon, tu fonces et tu vas essayer de marquer. Donc, j'ai fait une saison au CLAR. À cette saison-là, j'ai pas mal progressé et je me suis dit, bon, j'ai envie de passer à quelque chose de plus sérieux. Donc, je suis passé à un autre club qui est à Lyon, là, qui est à la Croix-Rousse, qui s'appelle l'Accro. J'ai effectué 2 saisons là-bas. Et de là-bas, en fait, c'est là où je me suis dit, en fait, j'aimerais bien aller en centre de formation. Je faisais des entraînements aussi avec le pôle du Lyonnais à l'époque. Et je me souviens, j'essayais d'aller à l'INSEP. À l'époque, l'INSEP, c'était vraiment... la pépite. Ouais, c'était vraiment la pépite pour les jeunes joueurs. Et c'est-à-dire l'INSEP et tu devenais pro quasiment à 100%, quoi. Ouais, et puis il y avait beaucoup de gros noms qui étaient passés par là-bas. Et toi, en l'occurrence, je sais pourquoi tu parles de l'INSEP d'ailleurs. Ouais. Encore un ami en commun qu'on a. Moi, j'ai joué avec lui au Havre et toi, tu le connais depuis Lyon. Tu parles bien de Malela Mutualé, c'est ça? Ouais. Voilà, qui lui était à l'INSEP. Et du coup, je pense que vu que tu l'as vu, tu t'es dit c'était cool et c'est pas une concurrence, mais on va dire une bonne concurrence en fait. Voilà, une bonne compétition, on va dire. Voilà. Ouais, il va dire t'as challengé en fait. Il y avait ça, et puis tu sais, t'as des gars comme Tony Parker qui sont passés par là-bas, Borisio, il y avait les Edwin Jackson et Antoine Dio. Tu vois, quand tu grandis, moi quand t'es dans le Lyonnais, tu vois, c'est Antoine Dio, Edwin Jackson, Malela aussi, tu vois, c'est les coachs, ils t'en parlent beaucoup, tu vois, quand t'étais jeune. Ouais, lui était comme ça, comme si, maintenant il est à l'INSEP, machin. Donc, tu grandis et tu te donnes comme challenge, tu vois, de faire mieux que ces gars-là, tu vois. Donc, moi, je voulais aller à l'INSEP. Mais bon, quand j'ai annoncé le projet au coach, il m'a regardé, il a tellement rigolé en se disant, ouais, mais en fait, t'es pas prêt. Ah, t'es pas prêt. T'es clairement pas prêt. Parce que je venais de commencer le basket, ça faisait quoi, 1 an. Au bout d'1 an, on avait joué, j'étais en minime 2e année. Oui. On a fait une bonne saison, genre on avait gagné on était champion de minime, je crois que c'était région, sans perdre un match d'ailleurs. Ce qui m'a permis la saison d'après, tu vois, de passer directement avec les National 3, tu vois. Okay. Donc ma première année de cadet à 15 ans. Ma première année de cadet, donc je jouais avec les jeunes, mais je jouais aussi avec les N3. Avec les papas, on va dire. Les National 3. En plus, tu sais, quand tu as la N3, c'est la bagarre. Ouais, clairement. Et ça m'a beaucoup aidé parce qu'en fait, toutes mes années jeunes,
je jouais que très peu en fait avec des jeunes de mon âge. À chaque fois j'allais sur les playgrounds, je jouais tout le temps avec des adultes, des gens plus âgés que moi. Et ça m'a aidé beaucoup à faire la différence en fait. Déjà physiquement j'étais un peu au-dessus des jeunes de mon âge, mais en plus de ça, genre de toujours affronter des gens plus grands avec plus d'expérience, forcément quand tu reviens à ta catégorie d'âge, c'est beaucoup plus simple. Tu vois. Et oui. Et je me souviens aussi, j'avais envie d'aller en équipe de France jeune, et à l'époque c'était une coach que j'avais qui s'appelait Brigitte Coste, qui était assez dure, tu vois, avec pas mal de caractère. Et quand je lui avais annoncé ça, elle m'avait dit, écoute, je vais t'expliquer un truc. T'es comme un diamant brut, tu vois. Un diamant, au début, quand tu le prends, c'est un caillou, tu vois. Et avant que ça devienne un diamant, il faut le polir, il faut le former à ce que ça devienne un diamant. Elle m'a dit, et toi, t'es comme ça, tu vois. Pour l'instant, t'es un diamant brut. Il était gentil, quoi. Ah, exactement. Et il faut que, justement, tu bosses pour devenir, justement, ce beau diamant. Ok. Et tu vois, c'est toutes ces choses-là qui m'ont archi motivé, tu vois. En gros, on va dire des refus, c'est ça? Il y a eu pas mal de refus. Il y a aussi le fait que, tu vois, vu que j'ai commencé le basket sur le tard, j'ai toujours eu cette sensation d'être en retard par rapport aux autres, tu vois. Donc j'ai toujours envie je savais qu'il fallait que je bosse 2 fois plus que tout le monde pour rattraper déjà le retard et être là où j'avais envie d'être, tu vois. Mm-hmm. Ensuite, j'ai vite su aussi que je voulais aller en centre de formation, parce que je voulais devenir pro. Ouais. Et un jour, je me suis posé avec un ami à moi après les cours. On s'est mis à envoyer des CV, en fait. On a créé des CV. On s'est mis à envoyer à tous les clubs de France. Ouais. Tous les centres de formation de France. Et je me souviendrai toujours, un matin, ma mère, elle me réveille. Elle me donne la lettre comme ça. Elle me dit, ouais, t'as reçu une lettre. Et là, je regarde, je vois le logo Chalon-sur-Saône, tu vois, l'élan Chalon. Et je me suis levé du lit, je criais, je sautais, j'étais tellement content. Et j'avais eu plusieurs réponses comme ça. Donc j'avais eu Chalon-sur-Saône, j'avais eu Roanne, Orléans et Vichy à l'époque. Et j'étais allé faire des tests dans ces clubs-là, sauf à Orléans. Orléans qui avait donné une réponse négative, tu vois. Et tu sais quoi? Ouais. Pareil. Orléans, il m'avait refusé aussi. Bref. Mais ouais, c'était une belle expérience, sincèrement, pour moi, tu vois, le fait d'aller à Chalon-sur-Saône. J'y suis allé. Au début, forcément, vu que quand j'étais jeune, j'étais un peu, on va dire, entre guillemets, turbulent. Donc j'avais une certaine réputation qui faisait que les centres de formation, ils étaient un peu réticents. Ils pensaient que j'étais un enfant à problème, tout ça. Donc à chaque fois que je faisais un test, ils me disaient, écoute, on t'aime bien, mais voilà, on va voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Chalon, je me souviens, m'avait dit, si on voit un jeune plus fort que toi, on le prendra, sinon on te prendra toi. Qui t'avait dit ça, tu te rappelles? C'était Romain Chalon. Il m'avait dit ça. Moi, j'avais fait le test. Forcément, j'avais un peu tout fracassé. J'étais archi motivé. Suite à ça, je crois que j'étais revenu en fin d'année. Il m'avait rappelé pour être bien sûr et me revoir. Et je me souviens, on avait fait un match amical contre une équipe américaine, une université américaine, high school américaine plutôt. J'ai fait un super match. J'ai terminé dans les meilleurs marqueurs de l'équipe et suite à ça, en fait, il m'a dit qu'il voulait me prendre. Et au début, moi, Chalon-sur-Saône, tu vois, j'étais pas trop chaud pour aller là-bas. Je te dis, Chalon, c'est quoi ce truc? C'est où? Après, toi, tu es lyonnais, donc je pense que tu connais un peu mieux que moi, mais quoi qu'il arrive, Chalon, nous, on connaît très bien Chalon et c'est un village, quoi. Ouais, c'est un village. D'un côté, j'aimais bien, moi, ce côté, parce que je me souviens, venant de Lyon, le premier jour où je suis arrivé à Chalon, j'étais sorti et tout du train, et je croise la première personne que je croise, elle me dit bonjour. Et ça paraît bête comme ça, mais moi ça m'avait choqué, tu vois. Parce qu'à Lyon, peut-être tu marches, personne ne se calcule, tu vois. Et à Chalon, tu vois, les gens, ils te voient, ils disent bonjour, ils sont drôlement aimables ici, tu vois. Et je me dis, c'est le premier souvenir que j'ai de Chalon, et ça m'a toujours resté en tête. Après Chalon, c'est une ville particulière, il faut y habiter pour... Moi, Chalon, c'est une ville qui me tient à cœur. Je pense que toi aussi. On a passé notre jeunesse là-bas. Et il faut y habiter pour connaître Chalon. Mais une fois que tu y habites,
Franchement, tout le monde est adorable. Les gens sont super aimables. Pour revenir sur Chalon-sur-Saône, ouais, c'est une ville de basket, hein. Clairement. Hein. Il suffit d'aller au Colisée et de voir l'ambiance qu'il peut avoir. Mais tu vois même les fresques des joueurs qui sont partis en NBA, et en parlant de ça, il y a ta fresque, Yacouba, parce que toi, t'as fait un petit moment à Brooklyn, honnête. Donc du coup, il y a ta fresque. Si on va au Colisée de Chalon, on va voir ta fresque. Moi, à l'époque, je me rappelle que c'était Thabo Céphalochat. Tu te rappelles de celle-là là. Elle était accrochée, tout le monde regardait, on me disait, putain, un jour ce sera moi à côté de lui. Clairement. Bah, félicitations à toi. L'objectif, hein. Merci. Ouais, donc je te disais, Chalon-sur-Saône, au début, je voulais pas trop y aller parce que j'avais aussi Rouen d'un côté et j'avais Lasvel aussi qui me voulait. Lasvel, je voulais pas parce que c'était Lyon. Tu vois, et je me disais, moi, j'avais mon objectif de devenir pro et je savais qu'il fallait que je quitte ma ville, tu vois, pour vraiment être focus sur le basket. Et j'aimais bien Rouen parce qu'à l'époque, Rouen, si tu veux, eux ils voulaient me prendre, moi j'étais cadet, tu vois, mais ils voulaient me prendre et m'intégrer directement à l'équipe Espoir. Ah ouais. Tu vois, et ça me plaisait, tu vois. Mais ma coach, tu vois, Brigitte Coste, elle m'a forcé en fait, forcé. Influencé. Elle m'a poussé pas mal, tu vois, à ce que je signe à Chalon-sur-Saône parce que elle avait déjà eu des joueurs passés par là-bas. Okay. Elle savait que en termes de centre de formation, c'était quelque chose de très sérieux et il y avait le double projet qui était école et basket. Donc pour elle, c'était le meilleur choix que je puisse faire. Moi, pourquoi j'avais pas envie d'aller à Chalon au début, c'était parce que aussi il y avait énormément de bons joueurs à Chalon, tu vois. Et je me disais, la concurrence, elle serait vraiment rude, tu vois. Et surtout que je crois que l'année avant que j'arrive, je sortais d'une saison, d'une grosse saison. On a fait une grosse saison, on était à Bercy, tout ça. Et en espoir. Et je me disais, si je vais là-bas, je prends un risque. Tu vois, est-ce que je vais jouer? Est-ce que je vais arriver à m'imposer? Donc ça me faisait un peu peur, tu vois, à l'époque. Mais en écoutant ma coach et un prof de PS à qui j'avais parlé et qui m'a dit honnêtement, choisir la facilité, c'est pas forcément le meilleur choix. C'est pas forcément le meilleur choix. Et toi, tout ça m'a aidé à faire mon choix et c'est pour ça que j'ai choisi Chalon. Et je pense que c'était le meilleur choix de ma vie. Hein, le meilleur choix. Moi, je pense que, de toute façon, je le répète tout le temps. Moi, j'entraîne des jeunes, tu sais. Je le répète tout le temps. Je leur dis que pour moi, Chalon-sur-Saône, c'est le meilleur centre de formation. Ouais. Après, peut-être que je suis un peu, comment dirais-je, je suis influencé parce que j'ai joué à Chalon, mais en tout cas, de ce que j'ai pu constater ces dernières années, c'est peut-être l'un des clubs qui a sorti le plus de joueurs professionnels, tu vois, avec Lyon. Donc voilà, pour moi, Chalon, c'est un gros club formateur dans les jeunes, quoi. Et ils ont vraiment un bon coaching staff, tu vois, avec Romain qui reste avec les Espoirs, c'est ça, non? Ouais, il a repris là avec les Espoirs. Il a repris avec les Espoirs, il est vraiment, il est top. Nous, à l'époque, on avait Manu aussi qui était super. Moi, j'avais un très bon feeling avec lui, toi aussi. Il t'aimait bien. Donc, franchement, Chalon. Puis c'est la structure aussi. Il y a un double projet qui est école et basket. Le centre de formation. C'est pas que le basket. L'internat à côté. Ils savent très bien qu'il y a très peu de jeunes au final qui passent pro, donc faut pas sacrifier en gros le basket pour les études. C'est clair. Ça. Moi je sais que par exemple, c'est bien que tu parles de l'école parce qu'à Chalon-sur-Saône, quasiment toute l'année, il m'avait interdit de jouer en espoir, pas à cause de mes notes, tu vois. T'as bientôt parlé de moi à Chalon, quoi, tu vois. Donc à cause de mes notes et tout ça. Et finalement, à la fin de l'année, c'était obligé. On avait fait une trop grosse saison. Je crois que j'étais à 23 points de moyenne ou 24. On était à Bercy, on était revenu de Bercy. Et du coup, ils étaient obligés de me faire jouer à l'époque, c'était Trophée du Futur, t'en souviens? Ouais. Maintenant, je crois que ça la semaine des As. Non, c'est toujours Trophée du Futur. Ouais, Trophée du Futur. Et bref, ils étaient obligés de me faire jouer. J'avais tout cartonné. Mais comme quoi, l'école, c'était vraiment très important à Chalon-sur-Saône parce qu'ils m'avaient pénalisé toute l'année. Et ils s'en foutaient. Hein. J'allais aider l'équipe, mais ils s'en foutaient de ça. Et eux, leur priorité, c'était l'école et le basket. Pas le contraire, tu vois. C'était pas le basket et l'école, c'était l'école et le basket. Donc, ça, c'est... je pense pour nous, qui venons d'endroits complètement différents de Chalon, ça a été super. Ouais, clairement. Parce que moi, je te cache pas que l'école de base, j'étais pas le plus motivé à l'idée d'y aller. Mais tu vois, le fait de savoir que je devais
être bon à l'école pour pouvoir jouer au basket, bah, tu vois, c'était une motivation supplémentaire. Tu vois. Ouais. Et au final, ben, ça m'a permis aussi d'avoir le bac, tu vois, c'est quelque chose d'énorme, tu vois. Et pour un sportif professionnel, d'avoir des diplômes, c'est une fierté. C'est super important parce qu'on ne le dit pas assez, mais une carrière de sportif, c'est très court. Hein. C'est très très court. Et le truc, c'est que ça peut se terminer du jour au lendemain, tu vois. Il y a des carrières, on a bien vu, du jour au lendemain, il suffit d'une mauvaise blessure, ou enfin, ça tient vraiment à rien. Donc c'est bien, c'est super important d'avoir une sécurité quoi, derrière soi. Donc du coup, alors après Chalon, si j'ai bien compris, tu as signé ton premier contrat pro à Chalon. Ouais. Et après, t'es parti, t'es resté... J'ai fait 6 ans à Chalon. 6 ans, et après t'es parti à Denain, c'est ça? Ouais, après je suis parti à Denain. J'ai fait ma première année pro à Chalon. Mais bon, c'était assez compliqué parce que j'avais pas beaucoup de temps de jeu. Et tu sais, quand t'es jeune, le plus important, honnêtement, c'est de jouer. C'est ça. Tu vois, ça a été un moment... Ma première année pro à Chalon, ça a été un moment, je pense qui m'a aidé pour tout le reste de ma carrière, parce que je jouais pas aux entraînements, j'étais vraiment bon, tu vois, je jouais avec les pros et je sentais que je pouvais jouer parce que tu faisais le taf quoi. Ouais, je faisais vraiment le taf, et tu vois, c'était frustrant de voir que j'étais bon, que à certains entraînements je marchais sur certains pros mais qu'on me laissait pas ma chance, tu vois, de jouer. Mais tu vois, j'ai toujours deux chemins dans ces situations là où genre tu t'abandonnes, en gros comment dire, tu pleures entre guillemets, Et tu baisses les bras et tu pleures, oui, ça, tu te dis, en fait, tout le monde est contre moi, et tu fais la victime, en fait, ou sinon... Au contraire, tu te donnes 2 fois plus. Moi, je me suis dit, en fait, ok, peut-être qu'aujourd'hui, genre, j'ai pas ma chance, je ne joue pas, mais tout ce que je vais faire là, tout le travail que je peux faire là, je suis sûr que ça va m'aider pour les saisons à venir, tu vois. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et en tout cas, ouais, on s'est retrouvés à Monaco. Ouais, le reste, j'ai passé 2 ans à Monaco. Oui. Ensuite, j'ai signé un two-way contract avec la NBA, donc avec Brooklyn. Two-way, c'est tu fais une partie du temps avec l'équipe NBA et une autre partie du temps avec l'équipe G-League. Le souci, quand je suis arrivé là-bas, dès mon premier match, en fait, je me suis blessé. Oui. J'ai fait une blessure assez sérieuse, tu vois, au nerf, à la jambe. Donc j'ai comprimé mon nerf en fait après un match, ce qui fait que j'ai perdu la sensation dans ma jambe, et ça m'a fait arrêter pendant 3 mois. Et aux États-Unis, ça va très vite. Il n'y a pas de cadeau. cadeau. Pas disponible. Ah, ouais. Il y a tellement de joueurs que si c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. À un moment que tu sois KD, que tu es déjà prouvé, si tu n'as pas encore prouvé, c'est clair. Et au final, j'ai été coupé, donc ce qui a fait que j'ai basculé totalement sur le côté G-League. C'était une expérience que j'ai pas trop appréciée parce que le style de jeu, même les mentalités, tu vois, c'est pas trop le basket que moi j'aime jouer. Donc après, je me suis dit, écoute, je vais revenir ici à Monaco parce que j'étais bien, et puis je connaissais bien, Monaco, c'est la maison ici pour moi. Donc voilà, retour à Monaco. Du coup, tu as fait t'as fait un cercle, quoi. T'as fait la boucle est bouclée, on va dire, quoi. T'es parti de Monaco pour revenir à Monaco. Parce qu'après, je suis reparti encore. J'ai fait 2 ans. En Espagne 2 ans à Monaco, et puis après, je suis parti une saison en Espagne à Séville. C'est vrai. Et après cette saison, je suis revenu encore à Monaco. Comme quoi, Monaco, c'est ton club, quoi. Ouais, clairement. On est bien ici. Alors, Yacouba, quel joueur a inspiré ton enfance? Est-ce que tu as un joueur en particulier qui t'a inspiré dans ton enfance? Alors, si on parle de joueur NBA, c'est Michael Jordan. 100%. Jordan. Ouais, Okay. Quand j'étais petit, j'arrêtais pas de regarder ses vidéos. J'aimais vraiment trop son style de jeu. Du coup, comment son influence a façonné ta vision de jeu et même ta façon de jouer, quoi, l'influence de Michael Jordan? Tu regardes ses highlights, tu regardes comment il joue, puis c'est le meilleur joueur de tous les temps, tu vois. Et quand tu grandis, je me dis, vas-y, je vais m'inspirer du meilleur, qu'est-ce qu'il fait, comment il le fait, et qu'est-ce que je peux prendre dans son jeu et l'intégrer dans le mien, tu vois. Ok. Et c'est ça, je regardais toutes les vidéos possibles de lui quand j'étais gamin. J'étais vraiment acharné par rapport à ça, je regardais des matchs, tout ça. Du coup, sans te rendre compte, tu étudiais le basket. Ouais. C'est ce que tu faisais, tu t'es mis à étudier le basket, à étudier ses mouvements. Quel était pour toi un des mouvements préférés de Jordan, ou un des matchs, ou un moment préféré? Quand tu penses à Jordan, qu'est-ce qui te vient en tête? La première image, le premier truc qui te vient en tête, c'est quoi? Quand je pense à lui, déjà, c'est ses actions spectaculaires. Hein. Quand tu le vois, il s'envole à chaque fois. On l'appelait Air Jordan. C'est pas pour rien parce qu'il avait une détente incroyable. Mais bon, c'est aussi
sa mentalité, à toujours écraser l'adversaire, jamais se laisser dominer par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Quand tu le vois sur un terrain, il y a toujours une bonne posture, un body language qui est toujours irréprochable. C'est tout simplement le meilleur pour moi. Le meilleur, ouais. C'est vrai. Derrière, en joueur français, il y a Amarassi, moi, qui m'a beaucoup inspiré. Tu viens de Lyon, Amara, c'est une légende du basket lyonnais, quoi. Franchement, enfin du basketball français, mais plus particulièrement à Lyon, il a gagné plein de titres et il a tout détruit à Lyon, quoi. Ouais. D'ailleurs, on a joué avec Amara, hein, tous les deux ensemble à Monaco. Ouais, c'est ça qui est marrant, c'est quand j'étais petit, je le voyais, tu vois, avec les yeux tout pétillants, tu vois, signer des autographes. Des fois, je parlais avec lui. Et une fois, il était venu, il y avait un tournoi. Tu vois, à Lyon qui s'appelait le NBA Jam sur la place Bellecour, et il y avait possibilité de jouer à des jeux vidéo, et j'avais joué justement une partie de NBA 2K avec lui. Ça m'avait vraiment marqué en fait le fait qu'il soit humble, tu vois. Okay. La façon dont il était super simple. C'est vrai qu'Amara il est super cool en plus, il est super avenant, il est facile quoi. Ouais, vraiment quelqu'un de super cool. Et je me souviens, j'avais demandé, c'est à l'époque. Je me souviens, j'avais des soucis quand j'attaquais le panier, le défenseur il tapait tout le temps mon ballon et tout, et je lui ai demandé comment faire déjà pour progresser en dribble et comment faire pour progresser dans ma protection de balle. Et je me souviens, ces conseils, tu vois, je les ai toujours en tête, encore aujourd'hui, tu vois. Ils t'ont été utiles, quoi. Ouais, et il m'avait montré comment faire, et c'est pour ça, je me dis, ouais, c'est vraiment quelqu'un qui m'a marqué, tu vois, déjà en tant que jeune joueur, et ce qui est fou, c'est que quelques années après, on s'est retrouvés ensemble dans la même équipe, tu vois. Ouais. Mais tu sais, il y a ce qui est marrant, c'est quand on t'écoute, en fait, on prend conscience que le travail, et pour avoir une carrière comme la tienne, ça commence depuis l'enfance. Souvent, maintenant, avec les réseaux sociaux, avec tout, en fait, les gens, ils pensent que c'est facile. Il y a ce sentiment de facilité dans le sport de haut niveau, et les gens ne comprennent pas qu'en fait, le travail a commencé à un très très jeune âge. Ouais. Comme tu dis que tu nous as dit plus tôt que tu travaillais 2 fois plus que les autres parce que tu voulais être plus fort. Et ça, c'est un état d'esprit que en France, on manque encore un peu, je pense. Tu vois, les jeunes, je pense qu'ils manquent cet état d'esprit de travailler plus pour être meilleur. Pourtant, c'est logique. Si tu veux être mieux que quelqu'un, tu dois travailler plus que lui. Mais ça, toi, c'est une mentalité que tu avais directement et c'était inné chez toi. Et je pense que ça a été super important et ça a fait qui tu es aujourd'hui et ça a fait que tu as eu la carrière que tu as maintenant. Ouais, clairement. Non, clairement, si j'avais pas eu cette mentalité-là, je serais pas là, ça c'est sûr. Sachant que, comme je te disais au début, j'étais vraiment pas bon. Enfin, j'étais pas talentueux du tout, j'étais vraiment pas bon. Et c'est vraiment le travail, tu vois. Quand je te dis le travail, je pouvais aller au terrain le matin, bosser, revenir l'après-midi, tu vois, pendant une période de vacances, revenir l'après-midi, faire des matchs, rentrer manger et revenir le soir encore bosser. Enfin, tu vois, j'étais vraiment tout le temps sur le terrain. Et je me souviens que les gens, quand ils me croisaient, ils me disaient, mais. Il est fou. Ouais, clairement. Ouais. Ils comprennent pas, en fait. Bah, mais moi, j'avais mon objectif, tu vois. Très tôt, j'ai su que c'est ce que je voulais faire, mais tu vois, je m'en suis donné les moyens. Et j'ai cette capacité-là, moi, c'est que quand je suis à fond dans quelque chose, ben, je vais vraiment le faire, je vais me donner à 100% pour cette chose-là, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça que quand je vois plusieurs jeunes, il y a des jeunes qui sont super talentueux, mais qui vont pas avoir cette mentalité-là, tu vois. Et il y a eu beaucoup de jeunes que j'ai rencontrés qui étaient les meilleurs en catégorie jeune, donc en minime, quand j'ai commencé, et qui étaient super talentueux, qui dominaient tout le monde, mais qui n'ont jamais su passer le cap, parce qu'en fait, ils se reposaient sur leurs acquis, tu vois. Sur leur comment dirais-je, leur talent. Ouais, c'est ça, voilà. Sur leur talent, et on leur, tout le temps leur répétant, ah, mais t'es bon, des machins, enfin, tu vois, ils bossaient pas, quoi. Et moi, il y a une quote qui est super importante pour moi, c'est en anglais, mais on s'en fout, c'est Hard work beats talent when talent doesn't work hard enough. Exactement. C'est vrai, non? Ouais. C'est exactement. C'est exactement ça. Avec le travail, tu peux faire beaucoup de choses. Alors que si jamais tu restes dans la facilité, dans ce que tu sais faire, tu progresses pas. Et si toi, t'as pas envie de progresser, t'as d'autres gens derrière qui sont morts de faim et qui vont venir. Et au bout d'un moment, t'auras des lacunes, c'est sûr. C'est clair. Justement, Yannick, je voulais parler avec toi de la discipline dans le sport. Pour moi, tu es un parfait exemple au niveau de la discipline. Je te connais personnellement. Je sais que tu n'es pas un mec qui fait la fête. Tu fais pas d'excès. Donc, explique-nous un peu comment tu gères cette hygiène de vie. Tu montres un peu aux jeunes que
le basket, c'est pas uniquement le sport, c'est un tout. C'est vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une hygiène de vie. Donc, explique-nous comment tu fais pour rester aussi droit et aussi concentré tout au long de ta carrière et depuis le début, parce que là, maintenant, on a 30 ans, mais 18, 20 ans, t'étais déjà pareil. Tu vois, je me rappelle à l'époque où on jouait ensemble, je t'ai jamais vu sortir une fois. Pas d'excès, rien. Ouais. Tu vois, donc explique-nous un peu comment tu fais ça, quoi. Bah, moi, c'était ma mentalité. Hein. Écoute, comme je t'ai dit, j'avais mon objectif, je savais où je voulais aller. Je me suis dit, je me donnerais à fond dans ça et j'essaie de me tenir à l'écart de trop sortir. Ça, c'est. Il y a beaucoup de gens. Enfin, tu vois, moi, par exemple, sortir, ça ne me procure aucun plaisir personnellement. Tu vois, donc, je préfère être chez moi, tranquillement poser, jouer aux jeux vidéo, passer du temps avec ma famille que sortir. Tu vois, il y a aussi le fait de bien manger. Bon, ça, je dirais que c'est une petite tâche, tu vois, parce que j'aime bien les trucs, tu vois, sucrés, mais bon. Faut comprendre que c'est important. Il y a le travail que tu fais sur le terrain, il y a le travail que tu fais en dehors du terrain. Tu vois, quand tu sors, tu rentres tard, après ton corps il récupère pas de la même façon. Tu vois, tu sais, quand tu t'entraînes à un certain niveau, la récup elle est super importante pour éviter les blessures, pour être performant tout simplement. Il faut avoir une certaine hygiène de vie. Parce que ça peut marcher, genre. Il y a des gens, tu vois, il y a certains joueurs chez qui ça marche, quoi. Ils vont sortir, ils vont quand même arriver à jouer, mais au bout d'un moment, tôt ou tard, ça te rattrape, tu vois. C'est ça. À 20 ans, on peut le faire, mais quand tu arrives à la trentaine, c'est ça. Le corps répond plus pareil, quoi. Le corps, il répond plus pareil, et si tu veux avoir de la longévité dans ta carrière, c'est important d'avoir une certaine hygiène de vie. Je dis pas qu'il faut pas sortir, tu vois. C'est bien de le faire de temps en temps, mais il faut se contrôler, tu vois. Il faut savoir se contrôler, il faut savoir dire non quand tu sens que ton corps il en a pas besoin, tu vois. En fait, être à l'écoute de son corps, c'est ça le plus important. Ok, et franchement, je pense que c'est des très bons conseils parce que, comme tu as dit, regarde ta carrière maintenant. Quand tu regardes autour de toi, tu as commencé avec des gens et on va dire que maintenant, tu es peut-être l'un des derniers à être debout. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Ouais. Et ça, c'est grâce à ton hygiène de vie, à ton travail et à tout, quoi. Alors, Yak, comment tu vois l'évolution du basket en France avec l'émergence de beaucoup de jeunes talents, notamment avec Victor Wembanyama? Moi, je pense que la France, elle a vraiment un très bel avenir niveau basket. Il y a énormément de bons jeunes joueurs qui arrivent. Puis on voit aussi que les mentalités, elles ont énormément changé. Tu sais, nous, à notre époque, quand tu étais jeune, on te laissait pas, même si tu avais beau être très bon, tu n'avais pas du temps de jeu comme ça. Ouais. On te donnait pas ta chance. Il fallait vraiment. Peut-être tu passais déjà par un cursus complet, limite en espoir, avant de pouvoir être appelé en pro. Ouais. Tandis que, tu vois, je me souviens aussi à notre époque, il y avait la ligue de basket qui militait aussi pour les clubs, pour leur dire de donner plus de temps de jeu aux jeunes. Parce que justement, le basket français était un peu menacé par rapport à ça. Ils avaient peur. C'est vrai qu'à l'époque, on comptait uniquement sur les Américains. Hein, c'est vrai ça. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, c'est différent. Tu vois, on voit que un bon jeune joueur, on va le mettre assez tôt sur le terrain et il va avoir des responsabilités et on va pas avoir peur de justement le développer. Tu vois, chose qu'on faisait moins à l'époque. Mais aussi, il y a beaucoup de bons joueurs et beaucoup de talents. Tu vois. Vraiment, la France, il y a énormément de talents chez les jeunes. Après, Wembanyama, il est unique en son genre. Unique. On peut pas. Il n'y a pas eu de joueur comme lui avant. Toi, tu l'as joué en plus l'année dernière en finale de championnat et tu l'as joué toute l'année, donc c'est vraiment, tu peux constater, quoi. Ouais, c'est vraiment un joueur unique. Donc tu peux pas comparer avec qui que ce soit parce que c'est quelque chose d'inédit qu'on vit. Notamment, Yak, dans ton équipe aussi, tu as un jeune, Mathieu, qui est très très bon et un futur gros talent du basket français. Ouais. Tu peux me dire 2 mots sur lui un peu, vu que tu es son coéquipier à présent? C'est un super jeune. Hein. Écoute, il a 20 ans, c'est impressionnant de voir sa maturité et ce qu'il est capable de faire sur le terrain à son âge. Tu vois, nous, à 20 ans, on était encore avec les espoirs. Et tu vois que lui, à 20 ans, je crois qu'il a
trois titres de champion de France. C'est ça, déjà. 2 avec Lyon et 1 avec Monaco. Ouais, et tu vois, et on est en des rôles à chaque fois. Et il joue. Ouais. Et il joue bien. Ouais. Et c'est ça qui est assez impressionnant et qui laisse présager que du bon pour l'avenir. Du coup, on peut dire que le basket français est entre de bonnes mains avec les futurs jeunes qui arrivent. La relève est plus ou moins assurée. Mais du coup, ça veut dire qu'il y aura de plus en plus de concurrence et qu'il faudra travailler 2 fois plus dur pour être le meilleur. Si quelqu'un aspire à être le meilleur, en tout cas, il va falloir bosser parce qu'il y a du monde autour. Et dans tous les cas, sans travail, ça va être difficilement réalisable. Ok, alors Yak, j'aimerais parler de l'importance de l'entourage dans le milieu du sport de haut niveau. Moi, par exemple, nous, on n'a pas eu des familles, tu vas savoir de ce que je parle, on n'a pas eu des familles dans le basket. Ça veut dire nos familles, ils connaissaient rien dans le sport même de haut niveau. Donc du coup, on n'a pas eu vraiment d'aide, on n'a pas eu de coup de pouce, contrairement à ces familles-là, qui sont déjà dans le basket et qui ont déjà les petites ficelles et qui te connaissent tous, parce que tu sais que le monde du basket, c'est un petit monde finalement. Ouais. Et tu connais lui, tu connais tout le monde. Et donc du coup, on n'a pas eu la chance de ça. Et finalement, quand tu n'as pas vraiment de personnes pour t'épauler, tu ne prends pas forcément les bons choix dans ta carrière. Moi, je vais te donner un exemple. Par exemple, à mon retour des États-Unis, je suis venu encore une fois à Monaco et je suis parti je suis pas allé à Bordeaux avec vous, je suis parti au Havre, tu t'en souviens? Ouais. Je suis parti au Havre, mais avant ça, on m'avait proposé de signer en Europe, tu vois, en Grèce, en Coupe d'Europe et en Italie, notamment à Brescia, en 2e division. Ouais. L'ego, tu connais, je fais toute une grosse saison aux États-Unis, pas du tout, je n'irai pas à Brescia en 2e division, Pourtant, un gros contrat et surtout, le plus important, comme tu as dit, les minutes. Ouais. Il m'a dit, tu vas tirer tous les tirs, tu vas jouer 35 minutes par match et bon. Finalement, je signe pas avec eux, je signe au Havre. Notamment, je tiens à dire qu'on avait fait une bonne pré-saison. Tu t'en souviens, toi et moi, on était dans le 5 de départ dans des futurs à regarder pour la saison. Tu te rappelles ou pas? Des futurs jeunes à regarder. Cette saison commence, terrible. Je crois qu'on vous avait joué aussi très tôt dans la saison. Terrible. Je crois qu'on a eu le record, un des pires records de 1 et le pire coach de l'histoire du basket français. Enfin, franchement, c'était catastrophique cette année-là. Et à la fin de l'année, du coup, je regarde Brescia, champion d'Italie 2e division, ils montent en 1re division. Et je pense que c'est l'un des plus gros regrets que j'ai eu dans ma vie parce que du coup, je me suis renseigné, j'en ai parlé autour de moi. Qu'est-ce que je devrais faire? Et tout le monde me dit 2e division, tu sors d'une grosse année aux États-Unis. Et du coup, tu vois, là, je pense que si j'avais eu quelqu'un dans le milieu, tu vois, comme toi, quand t'as choisi d'aller à Denain, je pense qu'il m'aurait poussé à aller en Italie et du coup, ne pas avoir fait cette erreur d'avoir fini au Havre, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, je pense que... Qu'est-ce que tu penses de l'importance d'avoir un bon entourage autour de soi? C'est super important, parce que un choix, comme tu l'as dit, ça peut te propulser, comme ça peut aussi terminer ta carrière. Et moi, par exemple, je sais qu'en grandissant, comme tu l'as dit, on a personne dans notre famille qui était dans le milieu du basket. Ça a été assez compliqué parce que on a avancé à tâtons, quoi. Tu apprends, quoi, au fur et à mesure que tu avances. Et on fait confiance à tout le monde parce qu'on ne connaît pas, enfin à ceux qui connaissent mieux que nous. Ouais. Alors que forcément, maintenant, avec le recul, on se rend compte que ces gens, ils connaissent pas forcément bien le basket. C'est juste qu'ils connaissaient mieux que nous à l'époque. Personnellement, je pense que j'ai eu assez de chance par rapport à ça. C'est que j'ai eu assez... T'as eu un bon entourage. De bons conseils par rapport à ça. Tu vois. Notamment, quand je te disais au début, quand j'hésitais à aller à Rouen et aller à Chalon-sur-Saône, au final, j'ai écouté ce que un coach disait et je suis allé à Chalon. Après, c'est vrai, mais moi, dans ma jeunesse, par exemple, tu parles de coach de PS. Ce qui est marrant, c'est grâce à mon coach de PS, M. Sors, M. Bamis, M. Lauré, mes 3 profs de PS. C'est grâce à eux que j'ai pu rentrer à Chalon. Parce qu'eux, ils connaissaient, j'ai joué à l'UNSS à l'époque, et ils connaissaient, on avait fini 5e avec Villepinte, t'imagines, pas 5e de France, on avait fini contre les centres de formation, Rouen, tout ça. Et c'est lui qui connaissait Romain. Pas Romain, Raphaël Golo. Ouais, voilà, il connaissait bien Raphaël, du coup il a contacté, et c'est grâce à lui. Et cette personne-là, alors je pense que c'est la personne qui m'a mieux conseillé toute ma carrière, mais malheureusement, après, quand je suis passé aux États-Unis et tout ça, il pouvait plus suivre, tu vois, c'était un autre niveau. Mais
c'est vrai que, en tout cas, les pros de PS en France, ils sont très très bien. Si j'ai bien compris, pour l'instant, 2 sur 2, quoi. Ouais. Et écoute, pour revenir par rapport au choix, personnellement, moi, j'ai toujours fait le choix du sportif avant de penser à l'argent. Je me suis toujours dit d'abord, je vais penser au sportif. Parce que je me disais, si t'es bon, le financier, ça suivra forcément. Tu vois. Ouais. Le but, c'est déjà de trouver des endroits où tu peux t'exprimer, où tu peux être toi-même et être bon sur le terrain. Et derrière, les choses, elles se feront naturellement. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, pour eux, c'était le choix inverse. Tu vois. À un jeune âge, ils pensaient déjà à faut que je fasse de l'argent, faut que je fasse de l'argent. Et c'était pas forcément... Enfin, le choix de l'argent, c'était pas forcément le meilleur choix qu'il y avait à faire sportivement, tu vois. Le but, c'est d'arriver à jouer au plus haut niveau le plus longtemps possible, tu vois. Et oui. Et souvent, des fois, tu pouvais signer dans des grands clubs qui avaient beaucoup d'argent, qui avaient payé beaucoup, mais où pas joué. Et toi, t'avais d'autres joueurs qui étaient bien plus forts et voilà, tu joues pas. Et quand tu joues pas, c'est ce qui est le pire pour un jeune joueur, c'est ce qui est le pire. C'est la spirale et ton mental et du coup après. L'aspect financier est crucial dans la carrière d'un athlète. Comment toi tu as appris à gérer cet aspect-là? Est-ce que tu as eu des agents qui t'ont conseillé? Est-ce que tu as eu un conseil financier? Comment tu as réussi à gérer là? Parce qu'on se retrouve quand même très tôt avec de l'argent. Ouais. On connaît plein de coéquipiers à nous, à notre âge maintenant, qui ont plus d'argent ou qui ont tout dépensé, qui vivaient au jour le jour et qui économisaient pas. Comment toi t'as fait pour gérer ça? Est-ce que t'as eu quelqu'un? Comment tu as fait? Déjà en fait ça a commencé au centre de formation, tu vois, à Chalon-sur-Saône. Ce qui était bien, c'est que souvent on avait des interventions, tu vois, de personnes qui venaient. Okay. Et nous, le soir, il y avait quelqu'un qui était venu pour nous parler de ça. Tu vois. Il nous disait que une carrière c'était court, qu'il faut savoir gérer son argent et qu'il faut y penser pendant sa carrière, tu vois. Et pas le faire au moment où tout s'arrête. C'est le meilleur moyen d'aller vers l'échec. Donc j'ai toujours eu cette chose-là en tête. Et à l'époque, il y avait Ilian Eftimov et Stiti Kambou qui m'avaient conseillé, tu vois, des conseillers financiers et qui m'avaient parlé de tout ça. Tu vois. Donc j'ai eu la chance d'avoir des joueurs expérimentés qui m'ont tout de suite dit que le plus tôt tu commences, le mieux c'est, et qui m'ont justement qui ont fait part de leur expérience avec moi, quoi. C'est bien, après tu as eu la chance d'être épaulé par des Steed, en parlant de Steed et des légendes du basket français, légendes de Chalon en tout cas. Quelles leçons précieuses as-tu apprises au cours de ta carrière et que tu pourrais donner aux jeunes qui nous écoutent actuellement? Que tout est possible avec du travail. Okay. Honnêtement, tout est possible avec du travail. Parce que moi, j'étais vraiment quelqu'un, tu vois, pour moi, devenir pro, c'était un rêve, tu vois, mais un rêve où je me disais, c'est quasiment impossible, tu vois. Ouais. Tu vois, pour moi, c'était vraiment quelque chose que je voyais de très loin. Et en bossant, sincèrement, je suis arrivé à ça, je suis arrivé à atteindre beaucoup d'objectifs que je m'étais donnés. Ouais. Et j'ai aussi une expérience énorme, que ce soit sur et en dehors du terrain grâce au basket. Donc honnêtement, faut croire en vos rêves et bosser pour, et surtout ne jamais laisser quelqu'un vous dire que vous n'êtes pas capable de faire quoi que ce soit. Super important ça. Yac, 2 dernières questions. Alors, quels sont tes objectifs pour la prochaine saison, pour les prochaines saisons, pardon. Donc du coup pas celle-là, mais les prochaines à venir. Écoute, déjà c'est gagner un maximum de titres. Super. Gagner un maximum de titres et voilà, éviter les blessures et continuer comme on l'a fait la saison dernière. Ouais. Et du coup, quel est ton état d'esprit, ton mindset pour cette saison? Moi, c'est à la cool. Écoute, je me donne à fond à chaque fois que je mets un pied sur le terrain et je reste moi-même. Tu vois, en fait, je suis prêt à affronter n'importe quelle épreuve. Dans ma tête, c'est ça. Ok, donc guerrier, quoi. On peut dire comme d'hab, quoi. C'est ça. Machine. Ouais. Yac, merci.
Ton histoire est une source d'inspiration pour tous les jeunes qui nous regardent et qui inspirent à devenir pro. Je suis heureux d'avoir fait ce premier podcast avec toi. Ça compte vraiment pour moi. T'es mon frérot. Tu vois, on se connaît depuis Chalon. On a tissé une amitié quand on a joué ensemble à Monaco. Donc, encore une fois, merci. Et un grand merci à tous nos auditeurs aussi qui nous ont rejoints et qui regardent notre émission. Merci. Donc, ça m'a fait plaisir aussi. Et je souhaite bonne continuation pour ton podcast et c'est vraiment un projet qui est top. Merci beaucoup et ciao. Et c'était Basketball Talk.